Bienvenue dans Y a du bruit dans la bobine à l'affiche, un épisode où l'on cause cinéma avec passion, où l'on partage à chaud nos impressions, et toujours sans prétention. Ici il règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journaliste et ça s'entend parfois, on est juste deux poteaux, deux micros et une projo, et toujours pour le meilleur et pour le pire. Et avant de démarrer le film du jour, comment ça va Cédric ? Est-ce que tu as des petites choses à nous dire ? Bah écoute, ça va très bien, non, j'ai rien de particulier. Ça roule, et toi ? Chers auditeurs, je tiens à vous informer officiellement qu'un épisode spécial arrive le 15 janvier. On va vous parler de Twin Peaks, Fire Walk With Me de David Lynch. Et je le dis devant témoins. Vous, qui écoutez, sécurisez cet épisode. Parce qu'après des mois de relance, de chantage et parfois même de menaces physiques, oui, et je n'en suis pas fier, Cédric n'a toujours pas terminé la saison 2. Et il reste 13 épisodes. 13. Et sans ça, pas de film. Donc voilà, c'est dit. L'annonce est faite. Tel un point final trempé dans le café noir de l'agent Cooper, notre amitié est en jeu. Alors, je vais finir, Manu, j'entends toute ta détresse. Le problème, c'est qu'il y a la saison 2 de Tulsa-King, avec Sylvester Stallone qui m'occupe, et je viens de commencer The Studio de Seth Rogen. Donc, forcément, non, mais je te charrie. Inadmissible. Je vais finir, ça va. Inadmissible. Ah là là. En plus, c'est nul comme série. Oh pétard. Non, c'est vachement bien. Non, mais ouais, non, faut que je termine parce que oui, il y a cet épisode-là qui est prévu pour janvier. Et donc, il faut absolument que j'arrête 13 épisodes. C'est pas très long. Voilà, faut que j'arrête de commencer d'autres choses à la place et que je termine Twin Peaks. Je te promets que je serai prêt pour nos auditeurs. Merci. Vous êtes tous témoins. Et merde. Allez, trêve de plaisanterie. On vient de voir Tron Ares avec Cédric. Ouais. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que Tron à l'origine ? Donc Tron, c'est un film de Lise Berger qui est sorti en 1982. À l'époque, à sa sortie, ça avait été un peu un flop. Hein. Les gens n'avaient pas trop compris tout le sujet du film. Et donc, c'est un film qui a surtout gagné en popularité au fur et à mesure des années. Mais pour l'époque, c'est un film qui était assez précurseur parce qu'il mêlait en fait énormément de techniques d'effets spéciaux différents, que ce soit le map painting ou notamment aussi des effets numériques. Hein. Il y en a à peu près 20 minutes, je crois, dans le film. Semble, ouais. Et à l'époque, c'était fait entièrement par ordinateur. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, l'Oscar des meilleurs effets spéciaux ne lui avait pas été attribué pour la simple bonne raison que l'Académie et les jurys considéraient que c'était pas des effets spéciaux faits par des hommes, mais uniquement par ordinateur, et que c'était beaucoup trop simple pour l'époque. Alors bien sûr, je pense que c'était un film qui était vachement en avance sur son temps. Ça aurait été quelques années plus tard, ça aurait été complètement différent, mais ça a été une petite bombe, Tron, à l'époque. Donc dans les acteurs, on retrouve Jeff Bridges dans le rôle titre. Et donc il y a eu une suite après. Ouais, Tron 2, Legacy ou L'Héritage. L'Héritage en français, exactement, pour une fois... La correspondance avec l'anglais est pas trop mal. Alors, c'est un film qui est sorti en 2010, réalisé par Joseph Kosinski, à qui on doit notamment Top Gun Maverick, Oblivion aussi avec Tom Cruise, que moi j'avais bien aimé, et plus récemment F1 avec Brad Pitt. Donc, c'est un film qui a eu un certain succès, notamment grâce à sa BO réalisée par les Daft Punk. Cocorico. Mais moi, c'est un film que je trouve pas si extraordinaire que ça, même si visuellement c'est magnifique. J'ai beaucoup de problèmes avec ce film. Et donc le 3, Tron Ares, qui est sorti il y a peu, c'est un film qui, malgré tout, est dans les cartons de chez Disney depuis un bon moment, avec Jared Leto sur le projet depuis aussi le début. Et donc Disney savait pas trop quoi faire de cette franchise. Hein. Je pense que depuis longtemps, ils savent pas trop quoi faire avec Tron. Exactement. Je pense que Tron l'Héritage était essayé de relancer un peu la saga, mais c'est une saga qui est tellement particulière et qui
un public bien... de geek, hein. Oui, c'est ça, un public de geek, de geek, de niche. C'est... Les geeks de niche. Les geeks de niche, la niche à geek. Donc c'est vraiment une franchise, ils savent pas vraiment quoi en faire. Donc ils ont mis le temps, ils ont sorti Tron Ares, et donc on va en parler dans cet épisode. Ouais, c'est vrai que ils savent vraiment pas trop quoi en faire, hein, parce que on va en parler un peu plus dans le détail, mais autant le 2 est quand même assez dans la continuité scénaristique, il y a une suite qui est évidente, bah du coup héritage, Legacy, donc bon, voilà. Autant c'est étonnant dans le 3 où c'est dans la continuité, mais par contre le héros qu'on nous a introduit dans le 2, bah il n'est plus là pour des raisons personnelles. C'était ça la formulation ? Oui, c'est vraiment ça. Il a arrêté de s'occuper d'Encom pour des raisons personnelles. Donc le ressort scénaristique, enfin voilà, pour dire que le comédien est plus là, quoi. Enfin, c'est... Bon, après, c'est l'un des gros problèmes de Tron Ares, hein, on va y revenir, mais c'est son scénario et comment on comble des trous après 20 ans de non-existence en fait d'épisodes supplémentaires. Par contre, moi je trouve que ça c'est une qualité chez Disney. En fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, ils savent pas quoi faire de Tron, et du coup, ils en font pas une énorme franchise avec plein de spin-off, de dérivés, Alors je sais qu'il y a un dessin animé. Ouais, Tron Uprising, ouais. Ouais, mais en fait, quand on regarde les autres franchises de Disney qu'ils exploitent à mort et qu'ils en font à peu près n'importe quoi, coucou Star Wars, je trouve que là, pour le coup, comme ils ont un peu de mal à se saisir du matériau, ils en font pas grand-chose. Et je trouve que c'est quand même assez sympa, quand même, de voir un film Tron sans tout le marketing, tous les dérivés, toutes les suites, enfin, tu peux voir les trônes de manière unitaire, sans trop te prendre la tête, en fait. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je mettrais juste un bémol quand même, parce que Tron, faut pas oublier que ça reste un personnage dans le film, hein, que ce soit dans le premier ou même dans le 2. Le 3 est un problème puisqu'en fait il n'apparaît absolument pas, il n'a de Tron que le nom, ce film, et à la rigueur l'esthétisme. On reprend les sociétés et certains on va dire protagonistes, hein. Donc Jeff Bridges qui revient, on en parlera, c'est un véritable pour moi fiasco ce passage là, mais Encom, Dillinger, mais Tron, réellement, on ne le revoit pas, en fait. Hein, c'était déjà le cas dans le 2, hein, parce que dans le 2, il fait une courte apparition. Mais il est là. Mais oui. Mais il est là. Il est là. Mais à un moment donné, je pensais que dans le 3, il allait arriver. Bon, je pense que, pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs, je pense qu'il faut qu'on pitch, tout simplement, qu'on explique un petit peu de quoi ça parle. Donc, dans Tron 1, donc Tron tout court, on va suivre un informaticien, un développeur, qui s'appelle Kevin Flynn, qui se fait voler son soft, son logiciel, et donc cet informaticien, en voulant hacker le code source pour pouvoir se réapproprier en fait son code, il va se faire absorber par le numérique, et on va suivre une aventure assez classique d'un héros, enfin de plusieurs héros, puisqu'il y a d'autres personnages, dont Tron, qui va l'aider. En fait, on va se retrouver dans une sorte de dimension parallèle. Enfin, en tout cas, c'est la première fois qu'au cinéma, il y a quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'un monde fictif numérique, voilà, à quoi ça pourrait ressembler. Donc en fait, on va découvrir ce monde-là et on va essayer de suivre Flynn pour pouvoir retrouver l'entière propriété de son code et se faire projeté dans le monde réel. Alors, à savoir qu'à l'époque, ce film, en fait, on n'avait pas ces termes-là, mais était très méta, en fait. Hein. Parce qu'en fait, c'était l'incursion de l'humain dans le numérique, et l'émergence du numérique et du digital dans les années 80. Oui, parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs. Les jeux vidéo, quand on voulait jouer, on allait dans des bornes d'arcade. Enfin, il n'y avait pas ce côté... le loisir numérique domestique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Donc oui, c'est pour ça que c'est novateur, effectivement. Et donc ensuite, il y a eu Tron, l'héritage, où là on suit Sam Flynn, fils de Kevin Flynn. Kevin Flynn a disparu, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est,
Et la société Encom appartient du coup à d'autres, enfin aux actionnaires en fait, tout simplement. Et donc Sam Flynn va se retrouver un peu comme son père, projeté dans la grille, où il va notamment pareil suivre des aventures et puis retrouver son père enfermé par Clou. Clou qui est l'antagoniste de Tron. De Tron, enfin j'allais dire de Flynn, puisque en fait c'est un clone, on va dire numérique, de Flynn. C'est son agent, entre guillemets, qui finit par pas par se rebeller, mais à appliquer les ordres à la lettre, sans morale, donc ça en fait un méchant. Tout à fait. Et dans Ares, eh bien du coup, les Flynn, il y en a quasiment plus, et on va suivre plutôt, on va être plutôt du côté des deux grandes compagnies qui se font la guerre en fait commerciale. Sur justement le numérique et cette notion de grille, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine recherche pour pouvoir essayer de faire sortir des éléments de la grille. Il y a une des compagnies qui va réussir, et tout l'enjeu, ça va être de faire venir un agent de la grille, un méchant. En tout cas, enfin c'est pas un méchant, en tout cas c'est un programme qui applique les règles. Et les règles qu'on lui donne, c'est celles de l'antagoniste, donc c'est des règles pas très très sympas. Ce programme est manipulé par un des actionnaires qui est très très méchant. Alors l'actionnaire de la société Dillinger, le méchant père le méchant dans Tron 1. Voilà. Et en face de Dillinger, on a Encom, mais comme il n'y a plus de Flynn, ce sont des nouveaux actionnaires, des nouvelles équipes qui gèrent l'entreprise. Et en fait, c'est la confrontation de deux équipes, dont une qui a réussi quand même à faire sortir son programme de la grille. Ce programme, c'est Ares, qui est interprété par Jared Leto, mais par contre, il est manipulé par le méchant. Exactement, joué par Evan Peters. Evan Peters, que d'une manière générale, j'adore. Donc on va suivre deux compagnies qui vont se faire la guerre. Donc une avec Greta Lee qui fait partie d'Encom, donc les héritiers entre guillemets de la famille Flynn, et de l'autre côté Dillinger avec Evan Peters qui lui a l'avantage d'avoir Ares. Donc on va suivre Ares qui va goûter au monde réel. Là où dans les précédents épisodes on rentrait dans le numérique, là c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que on a du numérique qui arrive dans le monde réel. Alors c'est tout à fait ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, encore une fois, le film est très méta, puisque le sujet de fond de Tron Ares, c'est l'intelligence artificielle qui arrive dans notre monde. C'est réellement ça. C'est là, matérialiser Ares, le programme, dans le monde réel, c'est l'impact en fait de l'intelligence artificielle de nos jours sur notre monde actuel. Et donc du coup, toi, justement, sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu as pensé de la façon dont le film l'aborde ? Je pense qu'il l'aborde quasiment pas, ou très très peu. Donc du coup, c'est un non-sujet, alors qu'aujourd'hui, on voit bien, on est en plein air en fait de l'IA, avec toutes les problématiques, tous les enjeux que ça représente. Le film l'a à peine abordé, et tout. Enfin, il aborde en plus sur un prisme qui est complètement ridicule, c'est-à-dire que si les robots voyaient ce que ça faisait la nature, la pluie, le soleil, et finalement ils seraient peut-être un peu gentils en fait. Donc tout ça est très bête. En fait, le film est très très bête. En fait, alors je suis d'accord pour dire que Tron n'a jamais été des films avec une richesse scénaristique très très forte, puisque c'est des films d'aventure assez simples. Le plus important dans Tron, c'est la découverte de cet univers-là et de cette mythologie entre guillemets. Donc ça n'a jamais été le point fort de Tron, le scénario, la caractérisation des personnages. Mais là, on arrive quand même en 2025 avec des enjeux hyper forts sur l'IA, avec des moyens de malade, parce que visuellement, le film est vraiment pas dégueulasse, avec du budget. Et là, on se retrouve avec un film complètement bête,
complètement bête. Il n'en ressort rien de ce film. En vrai, on va parler de la musique qui est vraiment géniale, mais sorti de ça, en fait, moi, je me suis ennuyé, j'ai rigolé plein de fois, mais pas parce que le film est volontairement drôle, parce que j'étais mal à l'aise ou gêné par ce que je voyais. Si vous aimez l'univers de Tron, vous embêtez pas, revoyez juste Tron 1, enfin le premier, c'est très très bien. Le reste, c'est presque à la poubelle pour moi. Donc, le début du film est quand même pas trop mal, parce qu'il pose un certain cadre, en fait. Et, même une grille. Peut-être une grille. On sent qu'il veut aborder le sujet de l'IA, mais il le fait profondément mal, et in fine, il ne sert que de prétexte à une aventure et à un blockbuster très lambda. C'est vraiment ça le problème. C'est qu'il y avait énormément de sujets de fond. Alors, là où je suis un peu plus nuancé que toi, c'est que le fait qu'une IA puisse se poser la question sur le fait de la simple exécution d'ordre ou de gestes, et finalement à essayer de voir plus loin et à ressentir les choses. Moi, j'en voyais un peu une allégorie aussi du monde actuel avec les guerres, Gaza, l'Ukraine, etc., qui aurait pu être important, qui aurait pu être intéressant, mais il en fait absolument rien, en fait. Il en fait rien, mais c'est surtout que ce côté de l'humanisation, en fait, de la robotique ou du numérique, c'est un truc qu'on a en SF qu'on a vu 25 000 fois. En oui, vrai, bah, c'est pas, il y a rien de moderne. Par contre, le dernier Superman, je trouve que il aborde des sujets, justement, tu évoquais Gaza, etc., l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est pas le sujet du film, mais que par contre, il l'aborde d'une manière plutôt, enfin, je trouve ça plutôt bien amené. Bon, je connais ton avis sur Superman, tu connais le mien, on va pas l'aborder ici, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur ça. Non, mais ça, je pense que tu peux, enfin, en vrai, tu peux l'admettre que sur le discours de fond, ou le discours, on va dire, politique du film, il y en a quasiment pas dans Tron, alors que dans Superman, il y a quelque chose. Alors, là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans Superman, il aborde le sujet. Pour moi, pas de façon vraiment bien et correcte, mais il a le mérite d'aborder le sujet et d'essayer d'exposer en fait son idée. Là où dans Tron Ares, le souci qu'il y a, c'est que ce n'est que des bribes à chaque fois. En fait, j'ai l'impression que ces sujets politiques ou autres ne sont que des prétextes au service du blockbuster et pas l'inverse. Et ça m'embête énormément. C'est-à-dire que ce n'est que des bribes par-ci par-là au service en fait de l'action, et il ne va pas au fond de son propos. Tu prends par exemple un film comme Matrix qui aborde un vrai sujet de la déshumanisation d'un monde virtuel ou d'un monde qu'on nous cache. En tout cas, dans le 1, parce que bon, après, le message est peut-être un petit peu dilué, même si j'aime beaucoup. Il est différent sur le 2 et le 3, je trouve. Ouais. Du coup, je trouve ça beaucoup plus fort et profond, quoi. Alors que là, dans Tron Ares, j'ai un peu l'impression qu'on a coché des cases. On se dit, ah oui, il faut peut-être qu'on parle de l'IA, faut peut-être qu'on parle de l'humanisation des robots, truc qu'on a vu 1000 fois. Je rappelle quand même qu'on a du Alita, du Terminator, dans les tout à fait. Donc le film de Kubrick. Le film de Spielberg. Tu le couperas, ce truc-là. Non, je vais le garder. Mais quel troll, celui-là. C'est pas possible. Trop. Bref, en tout cas, tous ces sujets-là, j'ai un peu l'impression que le réel se dit, je suis un peu obligé d'en parler, mais on va juste l'évoquer, voilà, ou l'utiliser, comme tu le disais, pour faire des scènes où on va regarder le soleil qui se couche parce que dans le monde, dans la grille, on n'a pas ces choses-là, ça n'existe pas, ou alors toucher l'eau qui coule, la pluie, enfin, qu'est-ce que c'est profondément bête en fait, je trouve ça tellement nul. Ah mais c'est vraiment nul, moi je sais que, bon déjà quand on est allé le voir, on s'attendait pas à grand chose. Alors moi je m'attendais pas, moi j'ai mis très très peu d'espoir, mais on a une petite discussion avec Cédric juste avant, et en fait toi t'étais là en mode ouais moi c'est une petite Madeleine de Proust, moi j'aime bien tout ça. Doudou. Ouais. Film doudou, donc tu vois, même si c'est nul, je pense que je serais capable de, tu vois,
même si je vois vraiment que c'est nul, d'aimer un peu. Bon, on est sorti. Spoiler, non. Non, mais c'est vraiment pas bien. Après, bon, il y a des choses quand même à garder dans ce film, parce que ce n'est pas, même si, voilà, ce qu'on vient de dire pourrait faire comprendre que le film est à jeter, il y a quand même des choses à sauver dans ce film. Et la première chose que je voudrais qu'on aborde, c'est sur certaines idées de mise en scène, ou même visuellement, à quel point c'est beau en fait. Alors, moi je dirais pas que c'est beau, parce que beau c'est subjectif. Moi j'ai pas trouvé ça spécialement beau. Par contre, j'ai trouvé ça nickel. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas une image où on aperçoit un fond vert dégueulasse, où il y a une mauvaise incrustation, où les effets sont... C'est mais parfait. Et c'est ça qui est très énervant. C'est-à-dire que techniquement, aujourd'hui, on est capable de faire des superbes choses. Et tout ça pour un scénario un peu nul, mais sur tout ça pour du vide en fait. Il y a plein d'idées qui sont amorcées, qui n'aboutissent pas, et c'est hyper frustrant. Par exemple, il y a une des idées moi que je trouvais vraiment bien, c'est donc vous l'avez compris, cette notion de gris, c'est vraiment dans le monde numérique. Donc là il y a une invasion dans le monde réel du numérique, mais en fait cette invasion-là, elle se limite à une arche qui avance à 2 km/h, que l'on voit venir à des kilomètres, alors qu'il y avait des choses vachement bien à faire, notamment sur ce concept en fait de couches de calque. Il y a une course-poursuite qui se joue dans le monde réel avec les motos de Tron, donc les motos numériques. Une grande capitale américaine, bon bah c'est quoi ? C'est une grande grille. Donc j'aurais tellement aimé que visuellement, on voit cette grille numérique se superposer au monde réel. J'aurais tellement aimé en voir beaucoup plus, parce que techniquement, c'est juste parfait en fait. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Alors il le joue un peu, je trouve, sur cette scène-là, puisque la caméra à un moment donné remonte à la verticale sur les rues avec les immeubles, et en fait ça fait un quadrillage, mais ça reste ultra limité. Tu vois, on parle de l'incursion du numérique dans le monde réel. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est que faut comprendre que quand le numérique arrive dans le monde réel, alors c'est un mini spoil, hein, mais en fait c'est l'impression 3D. C'est ça, hein, c'est de la grosse impression 3D pour faire arriver... Oui, c'est complètement le même procédé, quoi. Voilà, exactement. Sauf que dans le fond, en fait, on se retrouve dans le monde réel avec 2, 3, 4 sujets numériques qui arrivent. Alors que si c'était une véritable invasion, surtout à un moment clé qui se situe plutôt à la fin, c'est là où ça aurait été intéressant de voir une véritable invasion et la confrontation du monde du numérique avec le monde réel, avec le côté, la volonté d'être peut-être indépendant. Tu vois, il y avait vraiment quelque chose à creuser sur ce sujet-là. Et en fait, non, ça reste ultra limité. Ça reste 2-3, une machine large comme tu en parles, et puis c'est tout. Ça va jamais au bout des idées en fait. C'est juste amorcé. Et c'est tout. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment juste au service de l'action, et c'est tout. Parce que c'est juste le fait de pouvoir faire l'incursion des motos, c'est juste histoire de faire un truc joli, quadrillé, qui en plus n'a aucun sens, parce que moi je comprends pas comment une voiture peut être coupée en deux quand elle rencontre le rayon des motos, mais que par moment en fait on peut taper dessus. C'est bizarre, hein. Ça n'a juste aucun sens, rien n'est expliqué. Le film est bourré d'incohérences à longueur de temps, c'est insupportable. Et la caractérisation des personnages, on n'y comprend rien. Enfin, Greta Lee, c'est très rapidement une super héroïne qui a plein de skills, qui sait faire de la moto de ouf, qui est une hackeuse hors pair, et qui en plus est une businesswoman. Enfin, en fait, rien n'est concret, rien n'est écrit. Les personnages ne sont absolument pas écrits, c'est des figurants. Et l'autre problème, il n'y a aucun personnage charismatique, que ce soit chez les gentils et chez les méchants. Il y a personne. Et pourtant, moi, j'aime beaucoup Evan Peters. C'est un comédien que j'aime énormément. Et pour le coup, d'avoir réuni autant de talent, autant d'argent pour ça me déçoit. Pour un budget quand même de 180 millions de dollars, on s'attendrait quand même à quelque chose de beaucoup mieux. Je suis entièrement d'accord avec toi. Evan Peters, je me demande ce qu'il fait vraiment là, hein, quand on sait tout le talent qu'il a, quand on a vu la série Dahmer, par exemple.
Après, tu parlais tout à l'heure de Marvel, je trouve que Greta Lee et son sidekick sont clairement de la marvelisation. Hein. Cette espèce de petit humour, on sent l'humour très Disney, Marvel derrière ça. Et encore une fois, ça pose problème. Jared Leto, bah, il est ce qu'il est. Malheureusement, pour lui, je suis désolé, ça reste un acteur qui est pas fou. Il a des moments de fulgurance quand il joue des seconds rôles. Hein. On pensera à Dallas Buyers Club ou Lord of War, où il a des rôles extraordinaires et il les joue parfaitement bien. Par contre, je sais pas si c'est une pression ou autre, mais dès qu'il est au cœur réellement d'un film, bah, il n'y a rien. Mais dès qu'il a un premier rôle, hein, je pense par exemple à Mr. Nobody, moi je ne vois pas de différence de jeu entre Ares et le héros de Mr. Nobody. Hein. Clairement, il n'y a aucune émotion, rien. Alors d'un côté, c'est ce que je te disais aussi. Hein. Là, Ares, c'est un programme. Donc le fait qu'il n'ait pas d'émotion, bah, Ça match, mais en fait, c'est pas du jeu. Ouais, alors moi je suis peut-être un peu plus virulent. Oui, effectivement, le personnage étant un programme, il n'y a pas besoin. En fait, c'est un programme qui va se découvrir une empathie et donc effectivement là, il va se découvrir des sentiments, des sensations. Bon, mais moi, par rapport aux autres interprétations que j'ai pu avoir sur cette typologie de personnage, j'ai souvent vu des comédiens ou des personnages qui avaient du charisme en fait. Un certain, tu vois, tu prends Terminator par exemple, il se dégage quelque chose. Ah, ça se dégage rien, quoi, en fait. Puis il y a des choix qui sont complètement nuls. Je comprends pas pourquoi il a une barbe, par exemple, pour un programme. Quel intérêt? Pourquoi il a les cheveux longs? Je vois pas. Bah, en fait, le truc de Terminator, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, hein, mais je comprends ce que ton ressenti. Mais c'est juste que Terminator n'a pas de changement en fait d'émotion. Schwarzenegger le joue bien, il a un gros charisme, je suis d'accord, mais du début à la fin du film, en fait, ça reste le même personnage émotionnellement parlant. Là, le problème, c'est que Ares, logiquement, entre le début et la fin, il doit avoir un changement émotionnel, puisque je dirais pas qu'il fait preuve d'empathie, mais il s'interroge beaucoup sur son existence et sur les ordres qu'on peut lui donner. Et il devrait justement avoir ce moment de bascule où il commence à ressentir les choses. Moi, j'aurais adoré à un moment donné où, quand il commence à se poser réellement ces questions, il y a une larme, par exemple, tu vois, quelque chose où il est de l'ordre de l'émotif, vraiment, de s'interroger ce qu'est la vie, la valeur de la vie humaine et son importance à lui, tu vois. Mais encore une fois, je pense réellement que Ares, le personnage, euh, est comme ça. Mais vu que c'est joué avec le cul, forcément, je suis désolé pour l'expression, et ben en fait, tu ne vois rien de tout ça. En fait, dans ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant parce que j'aurais sans doute préféré quelque chose de plus radical. Vraiment. Exactement. Tu vois, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, on sent qu'Ares, il se pose un peu des questions. C'est-à-dire qu'il récupère, il enquête, il doit enquêter, et il récupère des images, de la data, et il se rend compte, en fait, il comprend les gens qu'il l'espionnent, entre guillemets. Et il y a un moment donné où il est confronté à Greta Lee, où en fait, il la capture sous les ordres de son patron, et en fait, il doit la tuer. Oui, il doit faire un choix, en fait. Il doit faire un choix. Et là, j'aurais tellement aimé, alors c'est horrible, hein, mais j'aurais tellement aimé qu'il soit confronté à un vrai choix. C'est-à-dire la mort de Greta Lee, qui lui fait ressentir vraiment l'injustice et du coup qui le twiste complètement sur la suite du film, où d'un seul coup, au lieu de devenir un programme qui applique la loi, il devient un résistant d'une certaine forme d'oppression par ses programmateurs. Et j'aurais aimé que ce soit vraiment beaucoup plus furieux, beaucoup plus radical et beaucoup plus violent, parce que en vrai, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est un pur Disney, dans le sens qu'il y a quasiment pas une goutte de sang, qu'il y a pas un gros mot, qu'il y a une baffe, mais qui est vraiment salvatrice, et Oui. qui fait beaucoup de bien. Oui. Mais en vrai, tout est très lisse. Et moi, j'aurais aimé qu'il soit confronté à, je sais pas, à une injustice, à un deuil, à un truc hyper violent qui le caractérise à mort et qui lui dit, non, en fait. Et ça aurait été beaucoup plus politique en plus. Non, je ne suis pas un exécutant.
pire que ça, je deviens révolutionnaire. Enfin, tu vois. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et le pire dans tout ça, ce qui m'embête d'autant plus de la part de Disney, c'est que c'est pas une franchise réellement un grand succès. Et des films avec de la violence, du sang, quelque chose de très radical, ils l'ont fait avec Prey, la franchise Predator. Bon, après tu vas me dire qu'ils peuvent pas vraiment faire autrement parce que les films sont comme ça. Mais ceci étant, qui rendent le film très édulcoré sur un film de la saga Marvel, je peux l'entendre en fait. Mais Tron n'a pas le même public. Et je pense qu'ils auraient pu être très radicaux, surtout que, et on va y venir là, mais la musique de Nine Inch Nails, qui est hyper industrielle, aurait juste apporté tellement, en fait, si le film avait été radical, ça aurait été encore beaucoup plus appuyé. D'ailleurs, cette musique, Manu, parce que je sais pas si tu écoutes énormément Nine Inch Nails, moi, c'est un groupe que j'adore, hein, c'est un de mes groupes préférés, mais il faut avouer que la BO est vraiment extraordinaire. Alors, j'aime bien, de manière générale, mais c'est vrai que, je sais pas, pourtant je suis plutôt curieux, mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment attardé, en fait, sur leur musique. Là, la BO, tu le sais bien, puisque on bosse ensemble, je l'écoute tous les jours depuis qu'on a vu le film. Et pourtant, j'aime beaucoup Daft Punk, hein. Parce que Daft Punk avait fait la BO de Tron l'héritage. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire, comme tu dis, un côté très industriel, très flottant et très énigmatique, qui aurait fonctionné à merveille avec un film avec des enjeux forts, en fait. Et du coup, quand j'écoute, parce que souvent, quand j'écoute une BO, j'ai souvent des images du film, des bribes, etc. Et quand j'écoute la BO de Tron, je ne vois pas Tron, je vois mon imaginaire qui va ailleurs, quoi. Ouais, de ce que t'aurais aimé voir. De ce que j'aurais aimé voir ou complètement autre chose. Et en fait, c'est un superbe album. Tous les morceaux sont assez fun, sont assez forts. Moi, quand on est sorti du film, j'avais une réserve sur les morceaux plus calmes, plus doux, avec le piano. Parce que je trouvais que coller aux images, ça ne marchait pas. Mais par contre, ce morceau, j'adore l'écouter sans le film, en fait. Enfin, c'est qu'il y a bien un putain de problème, pardon, avec ce film. C'est qu'il y a un vrai rendez-vous manqué. Je suis entièrement d'accord avec toi. La musique, je la trouve extraordinaire. Après, quand tu parles des envolées piano, je t'en avais pas parlé quand on est sorti de la salle. Je t'ai dit, les albums de Nine Inch Nails, Ghost, c'est exactement ça. Et en fait, il y a du gâchis là-dedans. Moi, je reste persuadé qu'il y a des talents monstrueux dans ce film. Il y avait des sujets qui pouvaient être abordés, des sujets forts qui, s'ils avaient été mis en place de façon correcte et superbement bien traités, aurait vraiment donné, plus la musique aurait donné un film extraordinaire. Et là, c'est juste un gâchis, quoi. Vraiment ça aurait été un super bon film politique. Moi, il y a une scène... Bon, je sais que elle est pas hyper appréciée, mais que j'aime plutôt bien. Enfin, le début de la scène, c'est une scène où Ares retourne dans la grille originelle, celle des années 80. Bon, toi, je sais que c'était pas, ça t'a pas plu. Non, pas spécialement, parce que je trouve que c'est du fan service un peu bête. Surtout que cette scène-là, à la fin. Bon, je vais spoiler, je m'en fous, mais honnêtement, la fin, quand il se retrouve face à Jeff Bridges, un truc un peu de sagesse et tout, c'est d'un ridicule. C'est vrai que c'est nul, hein, ça fait de la peine. Hein. Et là où j'en veux, moi, au réal, c'est que là où ça aurait été intéressant, et pour le coup, le titre aurait été justifié, c'est qu'il tombe pas sur Kevin Flynn, mais sur Tron. Et là, pour le coup, ça aurait été beaucoup plus malin. Et ça aurait été compréhensible, puisqu'en fait, Tron faisait partie de la grille du départ, du 1, on le retrouve aussi dans le 2. Et s'il y avait un back to 1982, et ben en fait, il était très intéressant que Ares tombe sur Tron et que deux programmes discutent et que Tron lui explique réellement ce que c'est que la valeur des choses, en fait. Et tomber sur Jeff Bridges, je trouve que ça n'a pas de sens. Et ça rend le film encore plus ridicule, quoi. Alors je sais que t'es pas tout à fait d'accord avec moi sur ce point. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Oui, alors Jeff Bridges, c'est très gênant parce que ça fait un peu de la peine parce qu'en fait c'est un comédien moi que j'aime plutôt bien. Il est quand même assez vieux. Ah, puis il est en pyjama, quoi. Enfin, on a l'impression qu'on l'a sorti de la chambre de la maison de retraite pour lui dire viens tourner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sort quand même d'accidents personnels de sa vie, donc oui, non, c'est mais un peu compliqué. Mais non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'aurais préféré qu'ils en créent un truc numérique.
un peu dégueulasse d'ailleurs, pour que ça aille dans les années 80, un personnage un peu à la Yoda numérique, quoi. Mais c'est vraiment là le truc, c'est qu'en fait, ils ont voulu faire du Star Wars, faire des trucs comme ça, refaire un Ewan McGregor, enfin... Oui, mais puis c'est ridicule. Parce que la tenue, c'est exactement celle d'Ewan McGregor, on va pas se mentir. C'est le Jedi, hein. Là où tu as raison, c'est que le grand absent de ce film, hormis le scénario, c'est Tron. Parce que, en fait, il est inexistant dans le film. Déjà dans le 2, il avait fait un petit coucou, histoire 2, pour sauver une situation. D'ailleurs, c'était un ressort scénaristique un peu facile. Mais il y avait quand même le mérite d'exister. On avait quand même dans notre tête que ce personnage-là, dans cet univers-là, il existe quelque part. Et que comme c'est un programme, en fait, il ne peut pas mourir, sauf s'il y a une démarche en fait de l'éteindre. Donc moi, j'aurais vraiment apprécié le voir arriver un peu en mode un peu badass, tu sais, le programme qui est vraiment là pour faire un nettoyage, et de le voir arriver à un moment donné. Mais sauf qu'en fait, cette caractérisation-là, c'est celle qu'ils ont donnée à Ares, en fait. Donc du coup, un personnage qui n'a pas trop de sentiments et qui est là pour appliquer les règles. Mais ça aurait pu être intéressant que Ares revienne dans la réalité avec Tron pour combattre en fait une invasion numérique. Alors là, il y a forcément besoin d'aide puisqu'il y a 4 pélos qui sont là. Mais s'il y avait une grande armée, c'est clair. Le back to la première grille, faire revenir Tron pour combattre, ça aurait été. Alors, ça aurait pas apporté vraiment de propos au sujet, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait vraiment été hyper badass. Non, mais si, il y a peut-être un discours sur l'obsolescence programmée, sur... Non, mais franchement, je pense qu'il y avait possibilité de jeter un petit peu de... Ah, il y aurait eu la possibilité. Bah oui, il y aurait eu la possibilité d'essayer de trouver quelque chose et de se dire que le monde numérique tel qu'il existe aujourd'hui va à sa perte, et que il faut peut-être revenir à quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, je sais pas. J'ai cru que tu disais que le film parle de ça, mais... Ah non, mais pas du tout, on est bien d'accord. Ouais, d'accord. Alors juste pour rebondir moi sur cette scène-là, j'avoue, j'ai vraiment aimé juste l'arrivée d'Ares dans la grille initiale. Là, j'étais vraiment content, j'étais ravi. Oui, mais c'est parce que toi, tu adores... Alors, moi aussi, hein. Mais est-ce que c'est parce qu'il retombe dedans ou c'est parce que visuellement, c'est vraiment ce côté arty que t'adores, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est et j'étais hyper curieux de voir comment est-ce qu'on pouvait reproduire cet univers-là avec les moyens de malade qu'on a aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut... Parce que je trouve esthétiquement Tron 1 vraiment très réjouissant, très agréable. Et c'est ça qui fait la force en fait de Tron 1, en tout cas pour moi, c'est que c'est un univers qu'on n'avait jamais vu auparavant, déjà sur le concept d'aller dans de l'informatique, le numérique, le codage, à quoi ça pouvait... Mais c'est surtout qu'il y a des choix artistiques que moi, qui me plaisent de ouf. Il y en a d'autres. Je sais que c'est des partis pris qui ne me conviennent pas, c'est-à-dire la physicalité dans ce monde-là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est de l'anthropomorphie, donc ça veut dire que dans ce monde-là, en fait, il y a de la gravité, il y a des trucs bons, ok. Je pense qu'ils auraient pu être encore plus radical, ça m'aurait vraiment plu. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait quand même un espèce de pont entre le 1 et le 2. Parce que quand on voit le 2, on a les grands thèmes graphiques, entre guillemets, de design que l'on a eu dans le 1, mais par contre, comme le 1, il est à l'aune du numérique actuel. C'est-à-dire à l'époque de Tron 1, bon bah voilà, c'était plat, noir, enfin c'était simple quoi. Les jeux, les bornes d'arcade, c'était hyper simple. Donc en fait, l'univers de Tron est hyper simple. Donc c'est du rétro-futuriste en fait. Dans le 2, on devient comme les jeux vidéo, comme ce qu'on... C'était quoi? C'était 2010, la sortie de Legacy, ouais. Donc on est en face d'un objet, en tout cas d'une grille qui est très moderne, qui est très futuriste entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que je trouve que la transition entre les deux est un petit peu abrupte. Donc le fait de le revoir tomber dans celle des années 80, je trouvais que ça faisait on n'avait pas besoin de cette explication, je suis d'accord, mais moi ça m'a fait un petit lien que je trouvais pas dégueulasse. Bah moi je trouve qu'en fait c'est le seul pont avec les autres. En fait, si tu enlèves ça, ça ne porte de Tron que le nom. C'est tout. Et alors après, on en avait parlé ensemble, hein, c'est une idée de Jared Leto de revenir dans les années 80 parce qu'il est fan vraiment du premier film. Mais mine de rien, je pense que là où je te rejoins, c'est que c'est une idée plutôt très bonne. Parce que s'il n'y avait pas eu ça,
En fait, je pense que ça aurait été encore plus une hérésie de l'appeler Tron, quoi. Ouais. Et sinon, pour toi, est-ce qu'il y a des scènes marquantes dans le film, en bien ou en pas bien, que tu voudrais aborder? Marquante, non, mais la globalité du film, je me répète, hein, c'est quand même visuellement plutôt pas mal. Je trouve pas ça beau, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc peut-être que si vous connaissez peut-être pas Tron, bon, voilà, ça peut être un peu divertissant, un peu bête et divertissant. J'ai pas de scènes qui m'ont marqué, par contre, il y a plein de scènes qui m'ont fait beaucoup rire. Comme lesquelles? Alors, bon bah déjà, pour raison personnelle, moi j'ai trouvé ça très drôle. Parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Je crois que ce qui m'a fait le plus rire, c'est la scène de fin. Ah, le casque italien, les cheveux longs et de Ouais. Jared Leto et le coucher de soleil en Amérique du Sud. Ouais. Ce truc-là, C'est hyper cliché. Ouais. Donc en gros, le film se termine, le truc est résolu, bon, ciao, bonsoir. Et là, une autre scène qui arrive. Donc on a Greta Lee qui, on voit qu'elle résout tout ce qu'elle a entrepris, que ça marche bien, que l'entreprise fleurit. Et du coup, elle a une petite carte postale de Jared Leto qui s'est enfui en Amérique latine avec avec sa moto, son casque, cheveux au vent, Ray-Ban, tenue cuir, jean. Parce que la vie, c'est ça, Manu. C'est l'Amérique du Sud, le coucher de soleil et les cheveux au vent. Ah ouais, c'est les Occidentaux qui viennent dans les pays faire leurs gros touristes. Ouais, Exactement, c'est exactement c'est ça. C'est super, c'est génial. Et j'avoue, j'ai trouvé ça tellement surréaliste en fait que ça m'a fait que ça m'a fait vraiment vraiment beaucoup rire. Après, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les scènes qui sont prévues pour être drôles, il y en a pas beaucoup. Il y a des moments de complicité, un peu, comme tu disais, sidekick, un peu de vanne, tout ça. Très peu. Tous ces moments-là tombent à plat parce que c'est pas drôle, c'est pas écrit, ça n'a aucun intérêt. Et puis ce personnage de sidekick est ridicule. Et puis il y a beaucoup d'invraisemblances en fait. Alors c'est des choses qu'on pouvait percevoir déjà dans Tron 1, mais c'était aussi un parti pris, esthétique, c'était surtout l'exploration d'un univers, donc ça nous gênait pas trop. Autant là, comme on est en 2025, où c'est moderne, où il y a beaucoup de trucs futuristes et tout, en fait, rien ne tient debout, quoi. Donc c'est ça qui est le plus désolant, et je pense que c'est là-dessus que j'ai rigolé le plus, quoi. Et toi? Moi, globalement, le film, je l'ai trouvé très mauvais, vraiment. Après, il y a quelques scènes quand même que je trouve assez spectaculaires, je vais pas le nier. Cette course en jet ski dans la grille, c'est vrai que c'était pas mal. elle est vraiment belle. Alors, à savoir que nous, on l'a vu en 2D, apparemment en 3D, Ouais. ça porte le film à une autre dimension visuellement, hein, attention. Pas dans ses propos, mais visuellement, ça apporte énormément. En tout cas, cette scène-là, couplée à la musique, elle est vraiment magnifique, je trouve. La mise en scène est vraiment folle, et moi je sais que j'y repense beaucoup à cette scène-là et que j'ai vraiment envie de la revoir et de la réanalyser parce que elle est sublime. Après, j'en ai pas d'autres. Alors si, il y en a une qui m'a fait rire et qui m'a exaspéré, c'est vraiment vers la fin du film. Donc il y a l'arche qui arrive dans le monde réel. Donc là on se dit, le truc est énorme, enfin l'arche c'est quand même vraiment balèze. Éclairé de néon, en plus ils ont travaillé à plein de détails partout, enfin, c'est un truc de malade. Donc il y a l'arche, sauf qu'en fait l'arche avance à 2 km/h. Donc le truc il est vu à des kilomètres, et en fait c'est un problème qu'il y a dans Tron, en fait c'est dans le monde réel, en fait la police a toujours un temps de retard assez colossal, il se passe des trucs, il y a des bâtiments qui explosent, il n'y a pas de secours, il n'y a rien avant des heures, et ben là en fait on a une avancée d'une arche en plein, c'est quoi, c'est Manhattan, c'est New York, enfin je sais même pas. Je sais plus quelle ville. Non, c'est Seattle. Seattle, bon bref. Et en fait, personne n'intervient avant quelques minutes, donc on a quelques hélicos qui arrivent et tout. Et en fait, c'est lent, ça n'a aucun intérêt, c'est fatigant visuellement. Au début, ça fait rire, et au bout d'un moment, ça lasse complet, quoi. Bon, et puis les avions de chasse arrivent quand il y a déjà des choses à péter, c'est ridicule. À savoir, petite anecdote, que dans un des avions de chasse, le pilote, c'est le chanteur de Nine Inch Nails. Ah, donc vous l'avez compris, hein, on n'a pas surkiffé. Par contre, écoutez la BO. Ah ben la BO est extraordinaire. Et également, si vous ne les avez jamais vus, surtout le 1, regardez Tron, parce que ça vaut le coup. Alors peut-être que ce sera dur visuellement, parce que c'est un film de son époque, mais ça vaut vraiment le coup de le voir, et pour ceux qui l'ont déjà vu, de le revoir, plutôt que d'aller payer
surtout en 3D IMAX, 23-25 balles pour aller voir ce truc en salle, hein, honnêtement. Et voilà, c'était Tron Ares à l'affiche, réalisé par Joachim Ronning avec Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jeff Bridges, Cameron Monaghan et Gillian Anderson qu'on n'a pas cité. Effectivement, et plein d'autres comédiens. Sur une bande originale signée Nine Inch Nails, qu'on vous recommande évidemment d'écouter. Le film est actuellement en salle, alors si vous ne l'avez pas vu, foncez. Non, foncez pas trop, mais bon, si vous voulez vraiment le voir, allez-y. Bon en tout cas, faites-vous votre propre avis, c'est toujours mieux que de nous croire sur parole. Bon, là en l'occurrence, croyez-nous sur parole, c'est vraiment pas bon. Il y a du bruit dans la bobine, c'est sur toutes les plateformes, abonnez-vous, laissez-nous des étoiles, des cœurs ou même quelques petits néons si ça vous chante. Allez, salut! Salut!